Alright. So, aujourd'hui, on est ici avec Tactica, c'est ça? Ouais, on est avec un des membres de Tactica, donc Timo. Alright. Ben, je suis vraiment content que tu es venu, hein. Merci, gros shout-out à vous là, d'être venu. C'est honnêtement quand même notre premier gros nom, on peut dire. Ouais. Nice. On est content d'être là, guys. Alright. Vous avez vendu plus au-dessus de 100 000 copies, puis vous avez 5 nominations à la disque. Comment vous êtes senti après tout ça? Avoir vendu autant de copies, puis les nominations, là? Grande question. En fait, tu sais, quand tu commences à faire de la musique, puis tu as une passion, puis tu commences à pratiquer un sport ou faire de la musique, ou whatever dans quoi tu te lances quand tu as une passion, c'est rare que, tu sais, nous autres, on s'est jamais fixé comme objectif de vendre 100 000 albums ou, tu sais, de récolter des nominations en carrière à la disque. Tu le fais parce que tu aimes ça. Tu sais, pour nous, c'est comme tu avances mois après mois, année après année, tu produis des albums, puis à un moment donné, tu regardes en arrière, puis tu fais comme, oh shit, OK, c'est ça qu'on a réalisé quand même. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, c'est un rêve de faire de la musique, tu sais, de faire de la musique au niveau professionnel, de pouvoir faire des spectacles, de pouvoir sortir des albums, de pouvoir sortir des vidéoclips. Maintenant, tu sais, nous, les 100 000 albums puis les 5 nominations à la 10, ça fait juste dire aux gens, c'est juste une preuve que quand tu crois en ce que tu fais, t'aimes ce que tu fais, surtout dans le rap, parce que nous, quand on a commencé, c'était une scène qui était pratiquement existante. Vous suivez, il n'y avait pas d'artiste populaire rap au Québec quand on a commencé, tu sais. Mm-hmm. Ça fait juste démontrer que quand tu y crois et tu mets les efforts nécessaires, ben, tu peux aller loin dans la vie, que ce soit dans la musique, dans le sport ou ailleurs, en fait. Mm-hmm. Puis est-ce que, en fait, tu as été un jour surpris un peu d'être rendu où tu l'es maintenant? Ben, surpris. Oui, parce que, tu sais, à la base, tu sais, comme je viens de le mentionner, le rap à l'époque, nous, quand on a commencé, il existait le rap américain, il existait la scène française du rap, donc des artistes francophones. Mais au Québec, tu sais, nous autres, on a commencé en 96-97. Je suis convaincu que les gens sur l'appel, il y en a plein qui n'étaient même pas nés encore. Donc, tu sais, à l'époque, la scène, elle n'existait pas. Fait que, tu sais, c'était difficile de se dire, hey, on va créer quelque chose d'aussi gros que ça. Puis, tu sais, je dis nous, il n'y avait pas juste nous autres, tu sais. Nous, on était arrivés, Tactica, le 8-3, mais tu sais, à l'époque, il y avait Sans Pression, il y avait Mosaïen, il y avait Yvon Crevé, il y avait Rain Man, il y avait des gars qui poussaient aussi à Montréal. Ici, à Québec, il y avait les Moilou Stars, il y avait d'autres groupes qui poussaient. Est-ce qu'on savait, tu sais, un jour, on se disait, tu sais, nous, on fait de la musique parce qu'on aime ça. Au départ, la musique était un petit peu, était peut-être moins accessible qu'elle l'est aujourd'hui. On était jeunes, on avait moins d'expérience de vie, on avait moins de perspectives. C'était une musique qui avait beaucoup de rage dedans. Mm-hmm. Fait que, tu sais, de se dire, hey, un jour, est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on va être capable de faire ça? Fait que oui, on a été surpris quand les portes, à un moment donné, se sont mis à s'ouvrir. Ça a été long, tu sais. Mm-hmm. Ça a été long avant que les portes s'ouvrent pour le rap au Québec. On a travaillé très fort pour que ça arrive. Et oui, à un moment donné, tu te dis, hey, on a réussi à vendre 100 000, puis après ça, ben, vous avez vu ce que Loud a fait, ce que Corias a fait. T'sais, nous, on a ouvert les portes, mais il y a d'autres artistes qui ont profité des portes qu'on a ouvertes de notre côté après. Oui. Vous faites aussi, je pense, il y a tellement d'affaires à dire sur vous, comme ça fait tellement longtemps que vous êtes dans le game aussi. Vous êtes connu pas mal parmi nous tous. Là. Mais là, je voulais savoir, je vais retourner aux sources de la jeunesse de Tactica. Je me demandais, c'était comment que vous êtes rencontrés les trois, puis comment ça a commencé ça? Ben, en fait, on était des amis à la base. Hein. On s'est rencontrés à l'école primaire quand on était au primaire. On était tous à la même école. On vient tous du même quartier ici sur la rive sud de Québec, qui est un quartier qui s'appelle Charny. Donc, quand tu arrives à Québec, à la tête des ponts, il y a un quartier qui s'appelle Charny. Donc, nous, on a grandi là. On était des amis à la base. On a toujours eu une espèce de passion pour la musique. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique, j'étais très jeune. Je me souviens encore, là, j'avais 4 ou 5 ans. Moi, j'écoutais Michael Jackson. J'avais mon habit de cuir à la Michael Jackson devant mon miroir. Je faisais ses mots, tu me suis. Ouais. On a toujours été des amoureux de la musique. Fait que, c'est un peu comme... Puis, avec le temps, on est tombé en amour avec le rap. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est que le rap ici était tellement peu connu. Ça ne jouait pas dans les radios. Il n'y avait pas d'artistes US ou français qui venaient ici ou très rarement. À part, peut-être MC Solar, I Am, qui était connu ici, NTM. Les artistes américains, il y en avait quelques-uns, mais c'était très underground. Mm-hmm. Nous,
quand on s'est connus, on a commencé à écouter du rap, puis on était les premiers à notre école à faire ça. Puis à écouter cette musique-là, puis à partager cette musique-là. Puis quand on allait à New York, par exemple, dans le spring break ou avec l'école, on rapportait des tapes qu'on trouvait, puis que personne n'avait ici, vous me suivez? Mm-hmm. La musique, pas Internet, c'était comme un peu différent la façon de communiquer. Fait que, puis à un moment donné, c'est con, mais c'est... En fait, en secondaire 5, nous, on faisait des espèces de party où est-ce qu'il y a, comme vous autres à votre époque, tu sais, où il y avait 40, 50, 60 personnes. On avait un de nos chums, lui, qui faisait du beatbox avec sa bouche, qui s'appelait Pat de Beatbox. Shabbat, lui, quand on avait des chums qui traînaient avec lui, il faisait du beatbox, puis là, on a commencé à pousser nos textes, puis à freestyler un peu autour de lui. C'est comme ça que ça s'est créé, en fait. C'est vraiment avec le plaisir puis l'amour de cette musique-là. Puis finalement, de fil en aiguille, c'est devenu autre chose. Okay, c'est comme ça que ça a All right. Puis, en fait, c'est en quelle année, au fait, que vous avez commencé à rapper entre vous? Genre, pas de chansons écrites, juste genre des freestyles entre vous trois, là. Ouais, c'est 80... Je dirais 95, 96. Tu sais, ça peut... Parce que nous, la naissance de Tactica, on la date à 96 parce que ça a été le premier spectacle qu'on a fait. Ça a été comme la naissance de notre groupe. Puis après ça, il y en a eu d'autres. Mais avant ça, je te dirais que ça faisait peut-être 1 an ou 2 là, qu'on rappait entre nous, justement, dans des parties. Puis là, je vais vous ramener à une époque qui n'existe pas pour vous autres, là, mais nous, on a connu l'époque des cassettes, OK? Mm-hmm. Et étant donné qu'on n'avait pas de beat sur lequel rapper, puis les beats qu'on avait, mettons, c'était des albums d'artistes qui rappaient dessus, et nous autres, on voulait avoir des beats américains ou des beats français. Puis là, des fois, on prenait des bouts de chansons, par exemple, que pendant 30 secondes, il y avait juste de la musique. Puis là, on faisait tap record, puis là, on reculait, puis on l'allongeait. Écoute, c'était n'importe quoi, là, on était vraiment dans la technologie, ne nous aidait pas du tout, mais c'était compliqué. Puis à un moment donné, il y a eu des gens autour de nous un petit peu plus équipés, là, il y avait ce qu'on appelait des B-sides sur des vinyles, des DJ autour de nous. Puis là-dessus, il y avait des instrumentaux, puis là, on a commencé à pouvoir rapper. Mais, tu sais, les débuts, honnêtement, c'était un peu n'importe quoi. mais au début, est-ce que vous avez fait plus de freestyle ou de choses écrites? Je dirais qu'on n'a jamais été des grands freestylers. Pour vrai, là, c'était plus des choses écrites. Tu sais, nous, comme vous le savez, probablement, tu sais, on est un groupe qui est quand même assez, je dirais, engagé dans notre musique, là, tu sais, qui aime ça prendre position, puis parler de sujets qui sont pas toujours faciles. Je pense que même au départ, on avait cette espèce d'envie-là de parler de choses, puis c'est difficile en freestyle de parler de choses profondes, tu comprends? Mm-hmm. Quand tu freestyle, c'est sur le moment. C'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Tu sais, moi, j'ai eu la chance dans ma carrière, je te dirais en 99, un petit peu avant notre première apparition sur Berceau de l'Amérique, de rencontrer les gars de Mosaïen, donc Dramatique et Impost, et J. Kill, en fait, avec la sœur Impost, J. Kill, qui est une female MC, une des premières female MC au Québec. Puis, j'ai vu ces gars-là freestyle en 99 dans l'album, dans la part de Deux Faces. Puis je me suis dit, j'arriverai jamais au niveau de ces gars-là, donc le freestyle, c'est pas pour moi, tu comprends? Vous avez la chance un jour d'écouter un freestyle de Dramatique. C'est clairement un des plus grands freestyles non seulement au Québec, mais au monde, je suis convaincu de ça. Le gars, c'est une machine de gars. Là. Quand tu as des gars de moi, tu rencontres ces gars-là au début, tu te dis, OK, je suis pas de temps, moi, je vais me concentrer sur mes textes. Là, tu vois? Un peu comme ça que ça s'est fait. Là. All right. Puis, au fait, parlant des chansons qui sont avec des émotions deep dedans, il y a une chanson dans un de vos albums qui s'appelle Désintox. Puis, je veux savoir, c'était pourquoi vous l'avez dédié l'ange de votre première fille? Ben, en fait, toi, tu fais référence, Fred, à un mélange de 2 chansons, OK? Premièrement, ces 2 chansons-là, en fait, la première chanson s'appelle Désintox, la deuxième chanson s'appelle Comme un ange. Mm-hmm. Puis c'est des chansons qui ont été écrites à la même époque parce que moi et B.I.C., mon partner, on vivait des moments très différents. Mon partner vivait des moments très sombres parce que, tu sais, à ce moment-là, il y avait des problèmes de consommation, puis il s'est rendu en thérapie, il a fait une désintox, puis il a décidé d'écrire une chanson là-dessus. Alors que moi, je devenais père de famille pour la première fois, et j'ai décidé de dédier une chanson à ma première fille, qui s'appelle Comme un ange. Donc, c'était comme un peu pour représenter
des moments marquants de notre vie. Puis ces chansons-là, on les a écrites en 2008, mais on les a refait en 2016 sur un album 20e anniversaire. Et c'est là qu'on a tourné le vidéoclip pour cette chanson-là, ces chansons-là. On trouvait que ça résumait bien nos 20 ans d'existence. C'était un moment tournant où est-ce que on prenait, disons, une nouvelle approche artistique parce que au départ, Tactica, puis le 8-3, c'était plus, je dirais, mon Mike, mon 40, mon Blonde, ça parlait de dope, ça parlait de bataille, de ci, de ça, de violence, toujours, mais en tout cas, en partie, c'était plus, je dirais, agressif comme musique. Mais en 2008, quand on était avec l'album Le cœur et la raison, on a pris comme une autre tangente. On trouvait que ce point tournant-là dans notre carrière nous avait permis de poursuivre bien au-delà de ce qu'on aurait espéré si on n'avait pas fait ce changement-là dans notre vie, tu comprends? C'est un peu pour ça que Désintox, c'est basé sur l'expérience de mon partner, qui est maintenant, ça fait 12 ans qu'il consomme plus, qui est abstinent au niveau de la consommation. Et comme un ange, ben, c'est dédié à ma fille, en fait. Puis et à tous les parents du monde qui peuvent ressentir ce que quand tu es un parent, ce que tu peux ressentir en dedans, en fait. Là. Puis je me demandais aussi, est-ce que, après que BIS est sorti de Désintox, puis toi, tu as eu ta première fille, est-ce que vous trouvez que votre musique, elle a changé un peu, genre dans la manière que vous l'écriviez, l'interprétez et tout? Définitivement. Pas dans la façon de l'interpréter. L'interpréter un peu, mais surtout dans la façon de l'écrire. Comme B.I.S. il raconte souvent, je veux dire, lui, c'était comme le bum du crew. Là, il parlait de bataille, puis de ci, puis de ça, puis il avait peur de rien. C'était une époque où ça brassait beaucoup dans nos vies. On était entouré de gens, pas toujours... on était dans une période, c'est ça, où ça brassait pas mal. C'était pas tous des anges autour de nous. Puis, d'arriver avec... nous, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est on va prendre l'occasion de raconter ce qu'on vit. Puis si les supporters puis les gens qui nous suivent, ben, ils n'aiment pas ça, ben, on va arrêter. Vous me suivez? C'était pas genre, on veut absolument faire ça, mais on s'est dit, nous, on aime ça encore faire de la musique, sauf qu'il faut changer notre approche, puis surtout ce qu'on écrit, parce qu'on n'est plus rendu là dans nos vies. Comme vous le savez probablement, la musique rap, c'est très interrelié avec ce que tu vis. Quand je regarde les jeunes artistes aujourd'hui, entre autres les artistes de Montréal 514 ou Easy S et tout ça, les gars, ils parlent de leur réalité à eux, puis c'est correct, c'est leur vie. Nous, on est rendu ailleurs, on est parents, on est des hommes d'affaires, on a grandi, on a bâti quelque chose. Alors, ben, ça, c'était un peu le début de cette nouvelle carrière-là où on était devenus des pères de famille, des hommes d'affaires, où est-ce qu'on voulait monter d'un niveau. Puis, il fallait adapter notre musique. Ouais, fait qu'on l'a adapté. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, surtout, c'est que en écrivant des chansons comme Désintox, ben, le public l'a super bien reçu. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'au Québec, jusqu'à ce point-là, le rap avait toujours été d'une certaine façon. Puis, il y en avait un peu du rap un peu engagé, consciencieux, mais il n'y en avait pas tant. Puis là, nous autres, on s'est mis à aborder la toxicomanie, le suicide, la maladie, ce genre de choses-là sur nos albums, puis on en a parlé avec Le Cœur. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient besoin d'entendre ces messages-là. Mais parle-nous un peu du début de ta carrière. Tes parents, comment ils ont reçu ça, le rap? Très bonne question. Vous savez quoi, mes parents, mon père, c'est quelqu'un qui a fait de la musique toute sa vie. Puis quand il était plus jeune, il y avait un groupe de musique. Lui a joué de la guitare. Mon grand-père, c'est un musicien. Là, lui, il était à l'accordéon. Donc, c'était un petit peu plus old school. mais c'est des gens qui ont toujours été amoureux de la musique. Puis, quand je leur ai dit, hey, je fais de la musique, puis sais-tu quoi, moi, je vais faire un show. Il y avait une salle à Charny, tout près de la maison, là, qui s'appelle le Centre Paul Bouillet. Mon père avait joué là des années auparavant. Moi, quand je suis arrivé et j'ai fait mes premiers spectacles là-bas, mes parents, ils étaient fiers. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'était pas une carrière au début. Ça n'en est toujours pas une aujourd'hui dans le sens où, moi, au début des années 2000, on a connu un gros succès avec Tactica et le 8-3, où est-ce que, il y avait beaucoup de demandes pour notre musique. Par contre, je me suis rendu compte assez rapidement que j'allais pas vivre de ça. Puis mes parents, moi, ce qu'ils m'avaient juste dit, Fred, tu fais ce que tu veux, tu avances, on te fait confiance, puis tu vas y arriver, mais en même temps, assure-toi d'avoir un plan B. Parce que si jamais il y a de quoi qui arrive, ben, tu peux pas tout te fier là-dessus, puis après ça, il va arriver quoi,
Fait que moi, ce que j'avais commencé à faire, en fait, c'est que j'ai fini le cégep, j'ai arrêté l'école pendant 2-3 ans où est-ce que, tu sais, là, on avait un buzz, puis tout ça. Quand je me suis rendu compte qu'on n'en vivrait pas, j'ai commencé à étudier à l'Université Laval, ici à Québec. Moi, j'ai fini, mais à temps partiel, tu vois, je faisais 2-3 cours, mettons, par session au lieu de 4-5. Ça me permettait de faire de la musique, mais aussi d'être disponible, puis de travailler, puis d'avoir un appart. Tu sais, moi, j'ai fini mon université à 25 ou 26 ans, je pense, au lieu de 22, 23, tu me suis? Mais au moins, ça m'a permis de faire de la musique puis d'avoir un plan B. Puis si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas eu les opportunités qui sont suivies dans ma vie au niveau des affaires puis de où est-ce que je suis aujourd'hui. Parce que nous, on ne fait pas ça à temps plein de la musique. Moi, j'ai une job à temps plein, mon partenaire aussi. La musique, pour nous, ça demeure quelque chose qu'on fait de façon professionnelle, mais pas à temps plein. Donc, c'est un petit peu ça. Fait que mes parents, aujourd'hui, ils m'ont donné un bon conseil, je l'ai suivi, j'avais mon plan B. Puis quand le temps est venu, ben, j'ai jumpé sur ce plan B-là. Puis j'ai essayé de mixer les deux toute ma vie, ça a bien fonctionné. Mais au collège ou à l'université, t'as étudié en quoi? J'ai étudié en communication, en relations publiques. Ouais. Et en fait, au cégep, moi, j'étais en sciences humaines. Puis après ça, j'ai fait des communications. Moi, au départ, j'étais un amateur de sport, fait que je voulais devenir un journaliste sportif. Mais quand je suis arrivé en communication, j'ai vu que le volet journaliste m'intéressait moins, puis que le volet relations publiques, relations avec les médias m'intéressait beaucoup. Puis ça m'a servi beaucoup dans ma carrière. Entre autres, la relation avec les médias, les réseaux sociaux, comment utiliser ça pour commercialiser un artiste. Et tout ça, ça m'a servi énormément avec le temps. Avoir cet intérêt-là pour la communication. Alors, la communication, ça t'a aidé dans ta carrière? Oui, exact. Pour la relation avec les médias, mais aussi, pour quand il est temps sur scène pour communiquer avec les gens, tu me suis? Avec tes fans, comment réagir et tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui a pris énormément de confiance avec le temps parce que, tu fais ton premier show, t'es nerveux. Sauf que, quand ça fait plusieurs shows que tu fais, tu prends de la confiance. Mais les communications, c'est ça. Ça m'a aidé l'université m'a aidé à me donner une discipline, à travailler à encadrer ce que je faisais, à me donner une structure puis un mindset, de dire, OK, ben oui, il y a la musique, mais il y a tout ce qui touche autour, là, tu sais. Ça t'ouvre des horizons parce que, tu sais, les artistes les plus pas successful, comment on dit ça, les plus qui ont réussi le plus. Tu penses à Jay-Z, à Kanye West, qui ont bâti, c'est plus juste de la musique, là. Kanye, il s'est présenté comme président des États-Unis, ça, c'est fou, là. Puis Jesus, man, je veux dire, il a fait 1 milliard avec ça en pas longtemps. Dr. Dre, il a bâti une carrière, c'est un artiste, mais Dre, il a vendu Beats by Dre à des milliards à Apple, tu comprends? Fait que ces gens-là, ils ont compris qu'il y avait un milieu des affaires en arrière de ça. Je pense que c'est un petit peu ça que nous, avec le temps, on a fait la musique, on l'a géré aussi comme un business. Puis, tu sais, on a développé certaines choses autour aussi, entre autres avec Explicit, tu sais, on a développé une marque de linge pendant une certaine époque, on a eu un bar, tu sais, on a touché à d'autres choses au niveau de la musique. Ah ouais. Puis en juin aussi passé, vous avez été un des premiers artistes québécois à faire un show virtuel. Vous avez trouvé ça comment? Excuse-moi, Fred, c'est quoi ta question? On était un des premiers artistes à faire ça, mais... C'était quoi? Vous avez trouvé ça comment, faire un show virtuel comparé en personne? Ouais. Écoute, c'était particulier. Nous, puis tu sais, gros respect et shout-out à Carl-Emmanuel Picard du bar L'Anti. C'est l'Anti-Bar Spectacle encore. En fait, c'est une salle à Québec où, normalement, il y a des shows de toutes sortes, mais surtout du rap et du punk. Puis tu sais, souvent, il fait venir des artistes qu'on n'a pas la chance de voir souvent ici, des gars, des old-timers, de Smith & Wesson, des artistes new-yorkais, Onyx sont passés. Des gros artistes américains qu'on n'a pas souvent la chance de voir, qui sont plus de mon époque. Mais lui, là, quand la pandémie est arrivée, la première chose qu'il s'est dit, c'est moi, pas question que j'attende, tu reçois mon chèque du gouvernement puis je fasse rien. Là. Fait que lui, rapidement, il s'est mis en mode, moi, je veux produire des spectacles virtuels. Puis il s'est dit, moi, j'ai besoin, tu sais, je pense que les pop, ça peut marcher, les gars, ça vous tente. Fait qu'effectivement, on était le premier groupe rap québécois à faire un show virtuel. C'est une expérience particulière. Moi, je préfère faire ça que pas faire de show. Fait que, tu sais, c'est juste que
Mais on est tellement habitué avec les réseaux sociaux aujourd'hui que moi, j'avais l'impression de connecter comme je connecte avec mes supporters sur les réseaux sociaux, mais durant un show. C'est-à-dire que, tu sais, à chaque chanson, entre chaque chanson, on interagissait avec la foule. On leur demandait de réagir avec le chat sur le téléphone. Nous, on voyait ce qui se passait sur le chat. On voyait les commentaires. On voyait les emojis. Tu comprends? On était capable de sentir leur présence, même s'ils n'étaient pas avec nous dans la salle. Okay. Tu sais, c'est comme, en fait, c'est ça. C'est comme si je me pratiquais dans mon sous-sol, mais qu'il y avait 400 personnes qui regardaient, là, finalement. C'est pas ça. C'est ça. Puis est-ce que vous avez trouvé ça moins stressant un peu en ligne, vu qu'il n'y avait pas de monde qui était vraiment là en présentiel? Non, c'est plus stressant. Ah ouais? C'est plus stressant parce que chacun de tes mouvements est filmé à la seconde près. Oh, Tu peux pas rater. Tu sais, quand tu es dans un show, les gens, des fois, sont pas attentifs, parlent à ton partner, va chercher une bière, va aux toilettes. Tu sais, les gens voient les shows un peu différemment. Là, tous les gens voient exactement la même chose. Tu as un gros plan sur toi, si tu rates ton verse, boum, ça paraît. Okay. Tu sais, je veux dire, ton hoodie, il est croche de même, oups, ça paraît. Tu comprends? Tout le monde le remarque. Fait que, tu sais, non, c'était plus stressant. Puis nous autres, on avait bâti une certaine mise en scène pour essayer de rendre ça un petit peu plus personnel entre nous et notre public, si on veut, parce qu'on avait la chance de faire ça différemment. Tu sais, d'avoir des ambiances tamisées où est-ce que tu t'adresses directement au public. Quand tu es dans un show, puis c'est super actif, puis ça jase, ça parle, tu sais, c'est plus ou moins propice, tu me suis. Mais là, tu sais, on avait la chance de faire autre chose. Fait que non, moi, j'ai trouvé ça plus stressant pour vrai. Pas la performance en tant que telle, mais de s'assurer. Tu sais, nous autres, on a énormément d'expérience en spectacle. Et tu sais, on savait ce qu'on avait à faire, mais il y avait quand même un petit stress qu'on n'a pas d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, quand on monte sur un stage, normalement, il n'y en a plus de stress vraiment. Là. À part quand on présente un nouvel album, où là, il faut que tu te rappelles de toutes tes verses, ça, tu es un peu stressé. Mais sinon, c'est comme embarquer sur un bicycle. Quand tu embarques sur un bicycle, es-tu stressé? Non, tu sais. La première fois, tu l'étais sûrement. Et nous, fait que, mais quand tu essaies quelque chose de nouveau, genre, mettons, je sais pas, je te dis, hey, tu fais du ski, tout à coup, tu vas faire du snow. La première fois, tu vas être, oh, OK, c'est quelque chose de nouveau. Ben, c'est un peu la même chose pour nous, c'était de l'adaptation. OK. Puis, comme tu as dit aussi, vous avez fait beaucoup de shows. Puis, en effet, j'ai vu que vous en avez fait pas mal dans les 4 coins du Québec. Fait que là, je me demandais, c'était quoi le show qui vous a marqué le plus, que vous aimez le plus à faire? Là? Shit. En fait, c'est sûr que je peux pas passer à côté du Festival d'été de Québec en 2016 ou 2017, quand on a fait la première partie de Flowrider au Pigeonnier à Québec. Donc, c'était le Pigeonnier, c'est une scène extérieure là, qui peut accueillir 10-12 000 personnes. Tu sais, pourquoi ça a été marquant, ce spectacle-là? C'est que, tu sais, nous, on a eu l'habitude de... On a fait quelques ouvertures d'artistes étrangers dans notre carrière. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que les gens, ils n'étaient pas là pour nous voir nous, ils étaient là pour voir l'artiste étranger. Tu sais. Puis avec Flowrider, ce qu'on avait peur, c'est que malgré la prestance de faire le Festival d'été de Québec, qui est un des plus gros festivals d'été au Canada, on se disait, ben c'est le fun, mais est-ce que les gens vont être là pour nous ou ils vont se croiser les bras puis ils vont attendre que Flowrider arrive? Parce que le répertoire de Flowrider et le répertoire de Tactica, c'est pas en toute la même affaire. Mais ce qui est arrivé, c'est que notre fanbase, honnêtement, s'est déplacée. Pas juste par centaines, il était là par milliers. Pour nous, ça a été vraiment, vous connaissez l'expression nul n'est prophète dans son propre pays. Et nous, ce soir-là, on a défait ce dicton-là parce qu'on était maître à la maison. Ouais. Les gens qui étaient là nous ont accueillis avec énormément d'amour et d'énergie. Ça a été vraiment une soirée inoubliable. C'est sûr que ça, c'est spectaculaire et on va s'en rappeler toute notre vie. Puis on a fait le gros stage au Francophonie à la place, pas la place des arts, on a fait celui à la face de la place des arts, mais la place des artistes, je pense que ça s'appelle. Ouais. Devant, écoute, il devait y avoir 40 000 personnes. Là, on était allé interpréter, on était chez nous là-bas avec une de nos premières chansons. L'accueil, encore une fois, c'était magique. C'était une soirée qui s'appelait Rap Keb All Stars. C'était en 2018 ou 2019, je pense. 2019 de mémoire. On a fait des gros stages, puis on a eu la chance mais ces deux-là en particulier, clairement que ça a été quelque chose de marquant. OK. Mais parle-nous un peu de features. C'est quoi le plus gros feature que tu as fait avec?
Écoute, je sais pas si vous allez les connaître, je sais pas si vous connaissez, vous avez un grand historique dans le rap, mais tu sais, il y a un artiste aux États-Unis qui s'appelle KRS-One, qui est un fondateur de la culture hip-hop américaine, on l'appelle le Teacher. KRS-One, c'est vraiment, quand on a réussi à l'avoir sur notre album, puis le gars a accepté d'être là, c'est comme si on venait de connecter avec la racine du rap. C'est les roots du rap américain, là où tout est né. C'est un gars qui est né dans le Bronx, à New York, pas très longtemps après où les vrais de vrais gars ont créé cette culture-là. Quand on a connecté avec lui en 2011, pour nous, c'était vraiment, honnêtement, un honneur incroyable. Sinon, on a eu la chance de collaborer avec quelques artistes français qui nous ont vraiment influencés là, de façon importante. Le groupe I Am de Marseille, qui est probablement le plus grand groupe de l'histoire du rap en France. Mais là, après, il y en a eu d'autres. Là. Je sais que les artistes français ont les artistes hip-hop français ont beaucoup de succès en ce moment, mais le groupe qui a ouvert la porte à tout ce succès-là, c'est I Am de Marseille. Puis on a collaboré avec Shuriken, un des membres, sur notre album en 2011. Et le dernier artiste, je dirais, avec qui on a eu la chance de collaborer, qui est aussi un artiste qui nous a énormément influencé, qui s'appelle Kerry James, qui est un artiste français aussi, qui est originaire de Orly, dans la banlieue de Paris. Honnêtement, Kerry James, c'est un maître, surtout dans sa façon de faire la musique, qui nous a influencé énormément dans notre carrière. Un gars super engagé, qui a un parcours un peu sinueux comme nous, qui finalement, à travers la religion, il a trouvé un peu la paix pour essayer d'utiliser ensuite sa musique pour influencer le débat public et le débat social en France. Gros shout-out Kerry James. Sinon, ici au Québec, moi, on a collaboré avec à peu près toutes les... Pas tous les nouveaux, mais tous les anciens, en fait, là, ceux qui sont là depuis un certain temps. C'est sûr que de collaborer avec des grands artistes comme les gars de Mosaïen, Sans Pression, ils vont crever. C'est des gens qui ont eu énormément de portée, qui ont influencé énormément de gens dans leur carrière. Puis si tu demandes à la nouvelle génération qui les a influencés, c'est ces noms-là que tu vas entendre. Donc, c'est sûr que c'est des gens avec qui on est énormément fiers d'avoir collaboré et de continuer à collaborer, by the way, parce que Impost, Dramatique sont encore sur nos albums Sans Pression, on prépare des choses ensemble. On continue à bâtir des relations avec eux, mais c'est à peu près ça, là, Américains, Français et Québécois, ça ressemble à ça. Oh, c'est nice, non? Ouais. C'est à quel moment dans votre carrière que vous avez commencé à vous faire reconnaître par des fans dans la rue? Je pense que les gens sont quand même assez respectueux, pour vrai, là. Les gens... Mais c'est arrivé assez tôt, en fait, parce que je vais vous replacer à l'époque, là vous avez déjà sûrement entendu parler de la chaîne Musique Plus, qui était une station de télévision jusqu'à tout récemment. Avant YouTube, puis avant Internet, là, il y avait Musique Plus. Puis Musique Plus, c'était la chaîne de musique au Québec. Fait que si tu voulais voir des vidéoclips, tu devais regarder Musique Plus. Puis tout ce qui était musical passait par cette chaîne-là. Donc, dans notre génération, Musique Plus, c'était comme le YouTube de votre époque. Tu me suis? Fait que nous, quand on a commencé à faire de la musique, puis on a produit nos premiers albums, c'est-à-dire notre premier vidéoclip s'appelait « Il y a des jours comme ça », suite, on est rentré dans ce qu'on appelait le top 5 Musique Plus. Il y avait un top 5 francophone puis un top 5 anglophone. C'est les gens qui votaient. Puis le 8-3 a trôné au sommet de Musique Plus pendant des années. De 2000 à 2004, je dirais, là, 2005. Et puis même Tactica après, on est toujours... Fait, c'est sûr que quand tu jouais à Musique Plus à l'époque, même si on n'était pas... je dirais, même si on passait pas dans les autres stations de télé, là, Radio-Canada, TVA, ils nous invitaient pas dans les spectacles ou dans les shows de variété, là, on était trop des bonnes, de toute façon. Mais Musique Plus nous apportait une notoriété instantanée. Parce que les gens, ils voyaient nos visages dans les vidéoclips. Fait que là, quand je circulais, moi, à Québec ou dans ma ville, ici, ça arrive sud de Québec, dans le 8-3, les gens, automatiquement, « Hey, Timo, what's up, man? Hey, c'est bon ce que tu fais. » Encore aujourd'hui, les gens, ils sont super respectueux, tu sais. Ils vont juste me regarder, ils vont me dire « Hey, by the way, man, ta musique, là, incroyable. Continue. »
C'est comme ça. Ils viennent pas genre, on n'est pas aux États-Unis ici. Il n'y a pas des gens qui te courent après ou des choses comme ça. Là, mais les gens, ils sont super respectueux. Fait que ça a commencé tôt, puis ça arrive encore. En fait, aujourd'hui, des fois, récemment, j'étais en train de. J'ai acheté un lit pour ma fille, genre. Le vendeur, il me reconnaît. Il est comme, hey, dude, man, je vais te donner un oreiller gratos, puis je vais te faire, c'est comme, OK, non, mais t'es pas obligé de faire ça, tu sais. Mais c'est juste devenu, tu t'apprends à vivre avec ça. Mais honnêtement, les gens sont vraiment respectueux. Puis, tu sais, nous, on fait pas de la musique controversée, vous me suivez? On s'expose pas à des gens, tu sais. Il y a des gens qui aiment pas ce qu'on fait, puis c'est correct, là. Tu sais, eux autres, on s'en fout. Mais tu sais, les gens qui nous connaissent, qui nous reconnaissent, et qui écoutent notre musique, puis ils s'y raccrochent, puis ils voient en nous autres comme s'ils avaient grandi avec nous, tu sais. Ils ont grandi avec notre musique, ils ont traversé des épreuves qu'on a traversées. C'est comme s'ils avaient l'impression de nous connaître quand ils nous parlent, t'sais. On les voit plus comme des supporters que comme des fans, mettons. OK, alright. Le fait, c'est comment aussi que vous avez réagi la première fois qu'il y a quelqu'un qui vous a approché, puis est-ce qu'il vous reconnaissait? Ben, en fait, c'est drôle parce que à l'époque, au début, moi, j'étais très jeune. Ben, on était très jeunes. Fait qu'on était plus sur la défensive, tu me suis? Hey, il veut quoi, ce gars-là? Il m'a reconnu. Je bats, tu sais. On était. Il y avait beaucoup de testostérone dans notre musique, tu sais. Puis à l'époque, on était très controversés. Au début des années 2000, tu sais, on avait peur de rien. Puis nous, notre musique, c'était comme ramène-toi, on va te péter à la gueule. Puis tu sais, nous autres, on faisait nos propres règles, tu comprends? C'est sûr que quand quelqu'un nous approchait, on était beaucoup plus sur la défensive. Maintenant, tu sais, je veux dire, moi personnellement, j'ai jamais été quelqu'un d'hyper agressif dans ma vie. Là. Moi, j'essayais toujours de calmer le jeu. J'étais comme un peu le sage dans l'équipe. Là. Hey, guys, calm down, on va faire les choses, on va prendre les choses une chose à la fois. Fait que, tu sais, je me suis... Mais c'est qu'à un moment donné, nous, une époque, au début des années, fin des années 90, début 2000, on est rentré en confrontation avec le quartier de Limoilou, dans le fond. Tu sais, dans cette espèce de bout d'histoire-là, tu sais, ça devenait dangereux des fois. Parce qu'il y avait des gars autour, tu sais, qui pouvaient faire des dégâts, là, tu sais, ça pouvait devenir dangereux. Fait que, tu sais, je te dirais que c'était pour ça qu'on était plus méfiants, je pense. Tu sais pas c'est qui t'approche, tu sais pas si tu veux du bien ou du mal. Alors qu'aujourd'hui, personne qui me veut du mal. Là. Moi, j'ai plié mes 12, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma carrière. J'ai gagné le respect de tout le monde. Puis, ben, en tout cas, la majorité des gens dans cette game-là, je suis beaucoup plus détendu. Moi, je me prenais avec mes enfants. Les gens, ils sont super respectueux. C'est différent comme mode. Là. Ah ouais. Puis, fait, je veux savoir, la COVID aussi, ça vous a affecté comment dès que ça l'a frappé? Là? Ben, c'est un peu irréaliste, hein? Nous, on n'est pas différents des autres industries. Ben, je pense que c'est pire pour le milieu artistique parce que nous, on a vraiment écopé, là, un peu comme les restaurants. Ça a probablement été tout ce qui est culturel, tout ce qui est restauration et tourisme sont probablement les industries qui ont été les plus frappées. Fait que, au départ, rappelez-vous, là, moi, quand à l'époque, je travaillais, puis on m'a dit, on s'en va au bureau, on s'en va du bureau, on s'en vient de travailler à la maison. Tout le monde se disait, hey, ça va durer 2 semaines, on se revoit dans 3 semaines, 1 mois. Jamais personne aurait pensé que ça allait durer un an. Personne. Fait que, au début, tu te dis, bon, OK, là, hey, ça dure plus longtemps qu'on pensait, mais là, à l'été, ça a commencé à se calmer. Là, on a commencé à faire un show virtuel. Là, on a commencé à faire dans certaines régions, nous autres, on est allé donner un show à La Tuque. Oui, il y avait une distanciation de personnes et tout ça, mais on a quand même donné un show durant l'été. Puis, à l'automne, quand on a recommencé, là, les gens ils ont commencé à vouloir qu'on donne des conférences. Parce que nous, on donne des conférences et des ateliers d'écriture dans les écoles, dans les centres jeunesse, dans les maisons de thérapie, dans les pénitenciers. On a fait le tour du Québec dans les maisons de jeunes. Puis là, on a vu que la demande pour ça était très, très forte. Fait que nous, depuis, je dirais, les 6 derniers mois, on a fait des shows virtuels et énormément de conférences et d'ateliers d'écriture dans différents milieux. Cette semaine, on était dans une maison de thérapie à Victoriaville. Je salue les gens d'ailleurs là-bas qui vont écouter. On a été super bien accueillis avec Ben Prince. Puis, on s'en va parler avec le cœur de notre parcours. Tu sais,
Fait que, tu sais, on était affectés, oui. On a hâte que ça finisse. Parce que, tu sais, nous autres, dans le fond, l'été dernier, vous savez, on a fait un retour avec le V3 l'an dernier. Puis, on avait des gros shows, des gros spectacles de bouquets. Les Francopholies, entre autres. Ici, sur la Rive-Sud de Québec, on avait des gros spectacles. Dans le Bas-Saint-Laurent, on était en négociation avec plusieurs endroits. Des shows où on attendait de 5 à 10 000 personnes, tu sais. Là, tu sais que tu peux pas faire ça. Fait que nous, on a juste hâte de pouvoir remettre ça sur la map. Ça nous manque beaucoup. Le vrai stage avec le vrai monde. Mais, tu sais, en termes d'occupation, on a quand même été chanceux parce qu'effectivement, on s'est gardé occupé. On s'est promené, comme je vous dis, dans les conférences, puis on a eu la chance de donner quelques shows virtuels. Entre autres, on est retourné à l'Antibar faire un show virtuel pour toutes les maisons de jeunes de la ville de Québec. Effectivement, on s'est tenu occupé quand même un peu. Là. Puis on a produit de la musique aussi. On a sorti 2 albums avec le V3. Puis on est en train d'en préparer un autre pour Tactica. Donc, on s'est gardé occupé. Ouais, bravo, c'est beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. On n'a pas chômé finalement. Je me demandais aussi, c'est quoi qui vous fait venir à des podcasts? Qu'est-ce qui nous fait venir à des podcasts? Moi, j'en ai fait quelques-uns dans ma carrière. En fait, la première chose que je trouve intéressante avec les podcasts, c'est que, tu sais, jusqu'à cette année, mettons, hein, tous les entrevues qu'on donnait, c'était des entrevues hyper courtes. Soit, mettons, tu donnes une entrevue au journaliste au téléphone, ça dure 10-15 minutes, puis ça se transforme en 2 paragraphes. Ou sinon, des entrevues dans les radios, tu vas faire quoi? 10, 15, 20 minutes maximum? Les podcasts, tu as la chance d'approfondir les choses, tu sais. Puis moi, le premier podcast que j'ai fait, c'est avec les gars de Rap Politique, Kéké et Cyrano de Montréal. Tu sais, les gars, c'était comme là, on n'a pas de temps, pas d'horaire. C'est comme quoi? OK, ben, go man, go for it, on y va, puis on fait le tour de tous les dossiers. Tu sais, je suis resté là pendant 2h30, je pense. Aïe, aïe, tu sais, on a fait le temps d'un jujube avec Adamo aussi. Ça a été une super belle expérience aussi, tu sais, plus en mode COVID, donc virtuel, mais je trouve que quand tu es dans un podcast, tu as le temps d'expliquer les choses, tu as le temps d'aller en profondeur, puis c'est là où les gens vont vraiment découvrir c'est qui l'artiste. Moi, j'ai malheureusement pas le temps d'en écouter beaucoup. J'en ai écouté quelques-uns, entre autres des shows de rap politique, puis tu sais, j'en apprenais sur des artistes que moi-même je connaissais, tu sais. Je me disais, ah ouais, ok, c'est le même que lui, il a vu ça dans certaines circonstances où il a fait certains choix. Fait que, tu sais, je trouve que ça apporte quelque chose de plus, puis je vous dirais même que pendant le confinement, les podcasts, à mon avis, sont encore plus importants. Si les gens ont besoin d'écouter, ils ont besoin d'entendre des histoires, ils ont besoin de se divertir. Puis moi, je pense que les gens ont un sentiment d'appartenance avec leurs artistes. Ils aiment ça, en apprendre davantage sur leurs artistes. C'est un bon moment pour le faire parce que les gens sont un petit peu moins occupés, sont plus sur leur cellulaire, en train d'écouter soit des séries Netflix ou des podcasts. Ouais, c'est vrai. Puis, au fait aussi, c'est quoi que tu trouves qui rend un podcast intéressant? Ben, tu sais, moi, je pense que les connaissances que l'animateur a sur l'artiste viennent influencer énormément l'angle que la discussion va prendre. Donc, ça, c'est hyper important, les connaissances de l'animateur. Je pense que c'est important que l'animateur soit capable de rebondir sur ce que l'artiste dit. Parce que, tu sais, des fois, l'artiste va livrer un message, il va livrer quelque chose. L'animateur, il faut qu'il soit en mesure de rebondir pour creuser des sujets que, normalement, c'est ça souvent le problème. Quand tu es en radio ou au téléphone avec un journaliste pour un truc écrit, c'est question par question, ils ne creusent rien. Là. Ils n'ont pas le temps de creuser, alors qu'un podcast, vous avez le temps de creuser. T'sais, quand il y a un artiste qui arrive, fait que moi, je pense que ça, c'est super le fun pour ça. Après ça, un bon podcast. Je dirais choisir les bons artistes parce que tu peux tomber sur des artistes ennuyeux qui n'ont pas grand-chose à dire, pour vrai. Là. Fait que, je pense que c'est bon qu'il y ait une bonne relation entre les artistes et l'animateur. Puis ben, moi, je préfère... Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait virtuel et présentiel. Moi, je préfère en présence. Là on est virtuel parce que c'est la COVID, c'est compliqué. Mais de pouvoir le faire avec les personnes live, il y a une connexion qui se crée que tu ne peux pas créer nécessairement en virtuel. Puis
l'ambiance dans le room, puis d'avoir les caméras et tout ça, il y a quelque chose qui se crée que tu peux pas nécessairement créer. Fait que je dirais que c'est ça les 3-4 ingrédients. Alright. Mais c'est quand même intéressant qu'est-ce que tu nous as parlé maintenant de podcast et c'est quoi les qualités qu'on doit avoir. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas avoir un podcast pour toi-même? Oui. Je serais le genre de gars à avoir bien des affaires à dire parce que je suis bien verbomoteur. Là. Moi, la gueule me parle, c'est sans arrêt. Je pense que j'aurais assez de connaissances. C'est drôle que tu me demandes ça parce que honnêtement, je me suis posé la question cette semaine, est-ce qu'un jour je pourrais avoir un podcast? Ouais. Et honnêtement, c'est pas un de mes objectifs. J'ai beaucoup de projets en cours. J'ai beaucoup de choses, là, tu sais. Est-ce qu'à un moment donné, à ma retraite, quand j'aurai plus rien à faire, puis je vais avoir le goût de me remémorer le passé avec des artistes que j'ai aimés, je vais avoir le goût de faire un podcast? Probablement que oui. Mais tu sais, une chose que j'ai appris aussi avec le temps, qui est super important, c'est que je pense que dans une... C'est ça qui fait la différence entre aujourd'hui et hier. Hier, puis là, je parle pas d'hier, je te parle au début de notre carrière, c'est qu'il fallait tout faire par nous-mêmes, puis il fallait être bon dans tout. Il fallait être bon pour produire des beats, il fallait être bon pour se commercialiser, il fallait être bon pour tourner des vidéoclips, il fallait être bon pour s'enregistrer, il fallait être bon pour faire de l'artwork pour que ta pochette soit belle. Aujourd'hui, la scène s'est développée avec des expertises qu'il n'y avait pas avant. Moi, aujourd'hui, je me concentre sur mon rôle de rapper, puis d'homme d'affaires en arrière qui gère une business, tu comprends? Avant, je produisais des beats. Je m'impliquais dans certaines choses. Il fallait être partout. Aujourd'hui, non, regarde, je fais venir un photographe, il me prend mes photos, je l'envoie à mon gars qui fait ma pochette. Lui, il est bon, c'est un designer, il est exceptionnel là-dedans. J'appelle mon chum qui fait des vidéoclips. Lui, ça fait 150 qui tournent. Je veux dire, on a développé des expertises dans chaque chose. Les maisons de disques qui se sont créées, les 7e ciels de ce monde. Tout ce à quoi vous pouvez penser, les gens qui enregistrent, les studios d'enregistrement. Moi, je connais des gars, Chris Martin, les MP de ce monde. Ces gars, ils en ont fait des professions. Là. Ils ont leur studio maison, puis accueillent les artistes. C'est des niveaux, je veux dire, c'est là, c'est au top. Fait que je me dis que probablement que le rôle d'animateur d'un podcast, puis d'intervieweur, ben, c'est la même chose. T'sais. KK, c'est un animateur, ça fait des années qu'il fait ça, Cyrano aussi. Les gars, ils ont développé une certaine expertise là-dedans, puis ça leur appartient, puis c'est bon qu'il y ait des gens qui développent des expertises dans des milieux comme ça. Parce que ça fait que ta scène et ton mouvement est plus solide, est ancré sur quelque chose de solide. Quand tout dépend de quelques individus qui doivent savoir tout faire, ta fondation est plus shaky. Quand ton mouvement, ta culture repose sur plusieurs personnes qui sont devenues des pros dans chacun de ce qu'il faut, ben, là, ton système, ta culture est solide, là, elle est ancrée, là, solidement dans... C'est pour ça qu'aujourd'hui, le rap au Québec, c'est devenu aussi fort que ça. Parce que la culture, le rap keb, s'est bâti une industrie en parallèle de l'industrie musicale québécoise. Si vous demandez, par exemple, à une maison de disques, est-ce que toi, tu as juste des artistes punk? Il va te répondre non. Mais si tu demandes à 7e ciel, as-tu juste des artistes rap? Il va te répondre oui. Puis, tu sais, est-ce que dans le milieu de la musique populaire, y a-tu des réalisateurs de vidéoclips qui font juste presque un type de musique? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des gars qui font juste du rap? Hell yeah! Les gens qui font juste ça. Puis il y a des médias, HHQC, un média juste québécois. Fait qu'on a comme construit une industrie parallèle, on l'a nourri, puis aujourd'hui, c'est tellement rendu gros qu'ils ne peuvent plus nous ignorer, tu comprends? Parce que nos artistes, tu sais, les Soulja de ce monde, là, Soulja, là, il a connu du succès underground, là, ça fait 10 ans qu'il vend des milliers d'albums, ce gars-là. Puis moi, j'ai eu la chance de travailler de près avec Explicit, c'est mon partner et tout ça. Moi, je l'ai vu grandir. Et lui, là, aujourd'hui, là, sur Facebook et Instagram, là, il y a des dizaines de milliers de followers. Là. Mais même si l'industrie musicale veut l'ignorer, ils ne peuvent pas l'ignorer parce que lui, son fanbase est créé. Ça y appartient. C'est lui qui faut le dessal aujourd'hui. Bien plus que les artistes populaires que vous connaissez, que tu penses qui jouent à la radio puis qui passent dans toutes les talk shows. Aujourd'hui, on a bâti ça, quelque chose qui est plus fort, en tout cas, qui est capable de compétitionner avec leur industrie. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer des ponts entre notre industrie et la leur pour donner la place à nos artistes pour qu'ils aillent encore plus loin. Ah ouais.
Alright. Puis, t'as-tu une question? Je sais pas. Ah ouais, ben je pense que... Ah ouais, c'est vrai. Il y a une question qu'on pose à chaque podcast, au fait. Puis on voulait savoir, fait que là, c'est quoi l'affaire la plus romantique que t'as faite pour une femme dans ta vie? La plus romantique. Ouais. En fait, tu sais, juste pour que vous sachiez, je suis avec la même femme depuis très longtemps. Donc, j'essaie de réfléchir. La plus romantique. Au moins quelque chose de marquant. Ben, j'essaie. C'est parce que, tu sais, nous, on a bâti une famille. Tu sais, on a fait beaucoup de sacrifices pour bâtir cette famille-là, mais tu sais, j'en ai fait plein, j'espère, de choses romantiques pour elle. Il n'y en a pas une qui me vient en tête, mais une chose que j'aurais aimé ça faire, OK? Puis ça reste entre vous et moi, ma femme est en bas. Ouais. Mais parce que moi, je ne suis pas marié avec elle. Mais on s'est toujours dit, on va construire notre famille avant, puis après ça, on verra si le mariage ne vient pas après. Parce que tu sais, pour nous, c'était plus important d'avoir une maison, tu sais, de bâtir une famille, que nos enfants soient bien, puis qu'on soit capable d'avoir une carrière. Mais c'est sûr que si je la demande en mariage un jour, ça va être sur un stage. Ça va être romantique. For real, hein? Ah ouais, quand même. Ça reste entre nous. Ouais. Ah ouais. Et vos auditeurs. Ouais. Bien sûr. Alright, ben je pense qu'on a tiré au bout de nos questions. Merci beaucoup d'être venu encore, là. C'est vraiment super apprécié. Ouais, merci. Plaisir, guys. Continuez votre bon travail. Je pense que c'est bon, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à ça. Nous, quand on a commencé, on avait votre âge. Puis, tu sais, je veux dire, on a poussé, on a de passion, puis on a poussé, puis on a poussé. Puis c'est vrai que, tu sais, c'est au contact de d'autres gens qu'on apprend. Puis, tu sais, vous, en parlant avec d'autres gens, les gens que vous interviewez, probablement que vous allez apprendre plein de choses, vous allez pouvoir mettre ces choses-là en pratique. Bien sûr. Fait que, c'est important d'avoir des passions. Nous autres, c'est souvent qu'on partage ça dans nos conférences. Accrochez-vous à vos passions. Puis, on va peut-être se reparler dans un podcast dans 25 ans. Puis c'est moi qui vais vous recevoir dans le podcast. Bien sûr, why not? Yeah. All right. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein.